Bon, vu le nombre de vidéos que je fais sur Napoléon Ier, bien entendu, il faut bien de temps en temps que je fasse aussi plaisir aux admirateurs de Napoléon le troisième, même si au fond, ces gens-là, je sais pas trop où ils veulent en venir. Ah, je les taquine, mais au fond, je les aime bien, un peu comme on aime son cousin un peu attardé, quoi, vous voyez ? Ça reste la famille, quoi, soyons clairs. Trêve de plaisanterie, le 21 mai 1846, après 2 coups de force manqués, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est prisonnier au fort de Ham depuis maintenant 6 ans. Poussé par son rôle d'héritier de la couronne impériale et bien décidé à restaurer le trône de son oncle, le futur Napoléon III décide alors de s'évader. Grâce à un étonnant stratagème aussi habile qu'efficace, le voilà grimé en en ouvrier, planche sur l'épaule pour tenter de déjouer la vigilance des nombreux gardes du fort dont aucun prisonnier n'était jusqu'ici parvenu à s'enfuir. Retour sur l'histoire rocambolesque de l'évasion qui le mènera quelques années plus tard sur le chemin du pouvoir. Avant de vous parler de la captivité et de l'évasion de Louis-Napoléon, je commence par un bref résumé de ce qui l'a conduit jusqu'ici. Il fait effroyablement chaud ici, je vais bientôt finir mes vidéos comme Manuel Valls. Louis-Napoléon Bonaparte, comme vous le savez sans doute, est le troisième fils de Louis Bonaparte, frère de Napoléon Ier, et d'Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine. Après la chute de l'Empire, il a 7 ans à ce moment-là, il suit sa mère en exil en Suisse, à Arenenberg, sur les bords du lac Constance. Cet endroit, Hortense va en faire l'épicentre du souvenir bonapartisme. C'est donc dans ce cadre que le futur Napoléon III grandit. Le 22 juillet 1832, le fils de Napoléon Ier, le jeune Napoléon II, fait duc de Reichstag par les Autrichiens, meurt à Vienne. C'est alors que Louis-Napoléon se retrouve à 24 ans, héritier légitime de la couronne impériale. Il va alors se muer en militant actif de sa cause et de la cause bonapartiste qui est alors endormi à ce moment-là aux côtés de son fidèle ami Persigny. Le 30 octobre 1836, les deux compères tentent un premier coup de force en tentant de soulever la garnison de Strasbourg, une place où les idées bonapartistes sont très vives, mais la tentative échoue. Son père, Louis, condamne cet acte, sa mère également, mais elle plaide sa cause auprès de Louis-Philippe, ce qui permet au jeune prince d'être exilé aux États-Unis. Certes, la tentative est totalement manquée, on est d'accord. Son espoir de renouveler le vol de l'Aigle au retour de l'île d'Elbe est réduit à néant. Mais Louis-Napoléon commence à se faire un nom dans l'opinion et il n'a pas dit son dernier mot. Déjà, quand on s'appelle Louis-Napoléon, c'est une grande aide. Hein. Sérieusement, est-ce que vous connaissez un prénom qui est plus histoire de François compatible que celui-là? Un événement va l'aider à se relever de cet échec, le retour des cendres de Napoléon Ier, prévu pour le 15 décembre 1840. La perspective de cette cérémonie qui s'annonce grandiose et émouvante va voir renaître et refleurir partout la nostalgie de l'empereur et de l'Empire. Alors, considérant que le moment est cette fois venu, Louis-Napoléon s'embarque pour l'Angleterre, puis avec une poignée de conspirateurs dont Persigny, il traverse la Manche le 5 août 1840 Sûrement un anglais, ça. Il traverse la Manche le 5 août 1840, atteint Boulogne, pénètre dans une caserne et se lance dans un discours enflammé. Échec encore plus cuisant cette fois, puisque des morts sont à déplorer en plus. Le 42e de ligne est cerné par la gendarmerie qui ouvre le feu. Louis-Napoléon est lui-même blessé. Jugé par la Chambre des Pairs, il prononce ce discours, je cite « Je représente devant vous un principe, une cause, une défaite. Le principe, c'est la souveraineté du peuple, la cause, celle de l'Empire, la défaite, Waterloo. Le principe, vous l'avez reconnu, la cause, vous l'avez servi, la défaite, vous voulez la venger. Je n'ai pas de justice à attendre de vous et je ne veux pas de votre générosité. » Mais cette fois, ça ne suffira pas, il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité le 6 octobre 1840, ce qui ne l'empêche pas, croyant à son étoile, de fanfaronner en ces termes, je le cite, « Combien de temps dure la perpétuité en France ?» Franchement, c'est une plaisanterie qu'on pourrait encore plus largement appliquer pour aujourd'hui, dans un contexte bien différent, bien sûr. Suivez mon regard. Le voici donc emprisonné au fort de Ham, près de Péronne, dans la Somme. Alors c'est une captivité très confortable, hein, qu'on se le dise tout de suite. Louis-Napoléon n'est pas le premier clodo venu. Il a une suite de 3 pièces, dont un bureau avec bibliothèque. Il reçoit des visites.
il communique avec l'extérieur, il a un valet, une cuisinière, des compagnons d'infortune, une servante qui va d'ailleurs faire plus que le servir, quoi, et le servir de plusieurs manières, disons. Enfin voilà, c'est pas Guantanamo, quoi. Il a même adopté un chien qu'il a baptisé Ham, du nom du fort, évidemment. Moi, j'aurais préféré qu'il le baptise Nelson, hein, ça aurait mieux sonné. Bon, après, évidemment, comment s'attacher à un truc pareil, quoi, ça aurait fini en cruauté animale. Par contre, ça, on peut le dire aussi, il est très bien gardé et étroitement surveillé. Le fort dispose d'une garnison de 40 soldats et 60 sentinelles. Le commandant s'assure de la présence du prisonnier 4 fois par jour. Il fait un rapport quotidien au ministère de l'Intérieur. Et j'ajouterai à cela que personne ne s'est jamais échappé de cette prison. Voilà, le tableau est posé. Durant cette captivité, le futur Napoléon III va beaucoup lire et beaucoup écrire. Il surnommera d'ailleurs le fort de Ham l'université de Ham. Pendant ces 6 ans de captivité, il aura largement le temps pour approfondir sa pensée politique. Et ce qui va en ressortir, c'est la publication de L'extinction du paupérisme, un ouvrage en 6 volumes dans lequel il développe justement ses théories politiques et économiques. En gros, là je vous résume très facilement, très rapidement, c'est une sorte de populisme social, quoi, avec bien sûr des institutions fortes. C'est sa définition du bonapartisme à cette époque. Bref, après sa 5e année de détention, il commence à s'affaiblir, il n'écrit plus, il souffre de rhumatisme et il commence sérieusement à voir sa destinée lui échapper. Son père est mourant en Italie et on lui refuse le droit d'aller le visiter. Bref, il est temps d'agir. Durant sa captivité, il a sympathisé avec un jeune maçon, Charles-Auguste Pinguet. C'est lui qui sera sa porte de sortie. Et un événement arrive à point nommé. Étant donné que le fort commence à partir un peu en lambeaux sous le poids des années et des siècles, il est temps d'engager des travaux. Louis-Napoléon, riche depuis la mort de sa mère, participe d'ailleurs financièrement à ces travaux qui concerneront évidemment sa cellule. Alors les travaux peuvent commencer et le fort devient un véritable chantier avec des allers-retours incessants d'ouvriers en tout genre tout au long de la journée. L'occasion est trop belle. Depuis sa cellule, notre prisonnier modèle affine donc son plan en compagnie de ses complices, dont le jeune maçon Pinguet. Le 21 mai 1846, dès l'aube, le futur empereur rase sa barbe, sa moustache, il aura le temps de la faire repousser plus tard et largement, place une perruque sur sa tête que son valet avait achetée en ville et enfile les habits de Pinguet, le maçon, qui fait à peu près sa taille. Il se poudre les joues en rouge pour faire un peu plus prolo, quoi, vous voyez, un bon gilet jaune, quoi. Puis, coup de génie, il cale une planche de sa bibliothèque sur son épaule et hop, c'est parti. Il quitte sa cellule, descend dans la cour, se fond dans le va-et-vient des ouvriers, le tout pendant que son valet est en train de faire diversion en faisant aboyer son chien. Avec une tranquillité totale, il passe le pont-levis au nez et à la barbe des gardes qui le prennent pour un maçon parmi tant d'autres. Voilà, c'est fait, Louis-Napoléon est dehors. Il longe les remparts, rejoint la route de Saint-Quentin où un complice l'attend avec une voiture, puis il rejoint Valenciennes, prend le train pour la Belgique avant de traverser la Manche et de rejoindre Londres, vu que 2 jours plus tôt, l'ancien Premier ministre britannique Peel était venu lui apporter un passeport. Une fois en Angleterre, le voilà enfin en sécurité. Entouré de couillons, certes, mais libre. Voilà comment Louis-Napoléon, futur Napoléon III, est parvenu à s'évader du fort de Ham après 6 ans de captivité. Une évasion rocambolesque, mais millimétrée et au fond vraiment maligne, qui va aussitôt plonger le roi Louis-Philippe et son régime dans l'embarras et le ridicule. Évidemment, le gouvernement anglais va jouer de ça dans sa diplomatie, mais quoi qu'il en soit, ça va largement contribuer à discréditer le pouvoir de Louis-Philippe et ça va contribuer aussi largement à agiter les militants bonapartistes de tout le pays qui ont désormais le vent en poupe. La suite, vous la connaissez, après la chute du roi, surfant sur le ras-le-bol général, Louis-Napoléon va être élu triomphalement président de la République avant de tenter le 2 décembre 1851 un nouveau coup de force, un coup d'État plutôt qui va marcher cette fois et qui le hissera au rang de Napoléon III, empereur des Français. Et devenu empereur, il n'oubliera pas le petit maçon Pinguet, vous savez, celui qui lui avait permis de s'évader, en lui prêtant son habit et il lui versera une coquette pension. Et d'ailleurs, le nom de Pinguet va être plus tard transformé par les adversaires du Second Empire. Sous leur plume, il va devenir Badinguet et c'est ainsi que ces derniers vont qualifier péjorativement bien sûr l'empereur Napoléon III. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, c'est bon, j'ai parlé du Second Empire et en bien en plus, donc maintenant allez, laissez-moi tranquille, dans les prochains jours,
On reviendra certainement aux choses sérieuses. Je veux bien sûr parler du premier empire cette fois, de Napoléon le Premier. D'ailleurs, on ne devrait même pas dire second empire, parce que quand on dit second, ça veut dire qu'il n'y aura pas de troisième. Alors moi, je préfère dire le deuxième empire, voilà. Ça laisse un certain espoir, et puis peut-être qu'un jour, dans le doute, allez, portez-vous bien, vive nos empires, quels qu'ils soient, et à bientôt.